Et pour parler de ces nombreux sujets, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Hervé Lorenzi. Bonjour Jean-Hervé. Bonjour. Fondateur du Cercle des économistes, président des rencontres économiques d'Aix-en-Provence. À vos côtés, Dany Lang. Bonjour Dany. Bonjour. Enseignant-chercheur en économie à la Sorbonne, membre des économistes atterrés. Et j'ai le plaisir d'accueillir Patrick Bertrand. Bonjour Patrick. Bonjour. Directeur général des opérations d'Holnest. Alors évidemment, l'actualité reste extrêmement politique. Que restera-t-il de la politique économique d'Emmanuel Macron, je le disais en début d'émission. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'a priori, on devrait avoir un budget finalement déposé lundi sur le bureau de l'Assemblée nationale. Mais est-ce qu'une majorité est encore possible autour de ce budget? Jean-Hervé Lorenzi, je commence par vous. Moi, je suis un redoutable optimiste. En réalité, peut-être juste un mot, un retour en arrière. La réforme des retraites, elle était sur le point d'aboutir. Je rappelle que le CFDT et le MoDem et le MEDEF, le MoDem aussi, et le MEDEF étaient d'accord. Pour des raisons Elle a même été adoptée. qui restera, pour des raisons qu'il faudra un jour expliciter. Il n'a pas répondu ce matin, le patron du MEDEF, à une question du journaliste, de votre collègue. Cette histoire a foiré. On est dans un désordre absolu parce qu'il y avait une histoire de pénibilité et que c'était pas possible de trouver un accord. Alors que, en réalité, la CFDT avait accepté le principe des 64 ans. Donc on est quand même, c'est là le point fondateur du désordre dans lequel nous sommes. Après, ce qui veut dire que amender cette réforme était loin d'être impossible. Et loin d'être impossible, la CFDT, je le rappelle, est le premier syndicat dans le privé en France. Deuxième aspect, l'histoire de la taxe, des taxes, personne n'y a jamais cru un instant. Donc c'est une... Comment ça? La taxe Zuckman. Oui. Mon camarade va hurler. Enfin, je veux dire, évidemment, c'est injouable, parce que le véritable sujet des taxes sur le patrimoine, c'est l'outil de production. Est-ce qu'on le met ou on ne le met pas? Comme personne ne veut qu'on le mette, évidemment, il peut y avoir ce qui avait été proposé par le Cornu. Et enfin, sur la baisse des TV charges, les chiffres étaient pour, à l'époque, 44 milliards pour le gouvernement, oui. 21 pour le PS. On doit avoir trouvé un accord. Donc, je suis surpris de me dire qu'on est en train de vivre un psychodrame dont l'origine et cette affaire de pénibilité sur la réforme des retraites, mais que si on avait été un tout petit peu malin dans l'opération, en réalité, on ne se retrouverait pas dans une situation. Donc, on a un psychodrame, il faut en sortir. Je trouve que le Cornu a été hier soir très bon. Bon, on a un budget qui doit arriver et j'accueille Jean-Daniel Lévy. Bienvenue Jean-Daniel. Sur le plateau, on va parler politique évidemment, on commence par ça, mais Patrick Bertrand, simplement un mot sur le budget, sur la copie Le Cornu qui va arriver. Alors il l'a dit, elle est évidemment modifiable, elle va être transformée durant l'examen parlementaire, mais... Est-ce qu'elle vous allait, cette copie budgétaire? Parce qu'il n'y a pas de taxe Zuckman, mais il y avait un paquet fiscal quand même autour de 15 milliards d'euros de hausse d'impôts sur les plus riches et les entreprises. Alors vous aviez 3 questions d'ailleurs, le bilan de Macron, le budget et la retraite. Le vrai sujet, c'est qu'on a le sentiment qu'il n'y a pas de deal. Et si on reprend les démarches qu'on peut voir aux États-Unis, oui. C'est que on regarde de façon très comptable en disant il y a un déficit, comment on va le régler, et évidemment, naturellement en France, on dit on va tondre le mouton, et où est le mouton, et est-ce qu'il a encore de la laine sur le dos? Moi, en tout cas, j'ai le sentiment, et on commence à voir certaines pistes de deal. C'est dire, au fond, la façon de réduire un déficit, on le connaît bien dans nos entreprises, c'est de travailler la top line, c'est à les recettes, comment j'augmente mon chiffre d'affaires, et de travailler les coûts. Il manque ce chapitre. Alors, Monsieur Le Cornu a lancé, et tant mieux, il ne faut jamais critiquer, même si c'est anecdotique, en disant j'arrête les dépenses de communication, etc. Ça va faire 50 ou 60 millions d'euros d'économie. Mais fondamentalement, mon propos est de dire où est la partie, j'ai bien compris ce que vous vouliez faire en matière de top line, on peut en discuter pour savoir si c'est juste ou pas, mais où est le travail sur les coûts? Et le deal doit être là. C'est comme ça qu'on dirige une organisation
organisation, qu'elle soit une entreprise ou pas. C'est comme ça qu'on dirige une organisation. Alors, sur le coût économique, on va y venir avec vous, Daniel, donc sur le coût économique d'une suspension de la réforme des retraites. On accueille Marie-Lise Léon ce matin dans la matinale de BFM Business. Écoutez ce qu'elle nous dit. Oui, ça vaut le coup parce qu'en fait, on va parler d'économie, mais moi j'ai envie de vous parler aussi de démocratie. Et c'est une réforme qui a été passée au forceps, qui n'a pas été du tout acceptée socialement. On a eu des millions de personnes dans la rue en 2023. Et quand moi je fais des déplacements, eh ben on me parle du pouvoir d'achat et de cette blessure des retraites en disant on n'a pas été entendu. Et je pense qu'aujourd'hui, si on veut commencer à réparer cette blessure démocratique, c'est écouter le monde du travail. Et Elisabeth Borne a tendu la perche en disant c'est le moment d'écouter. Alors le coût économique, on sait, entre ces 500, 600 millions d'euros cette année, 3 milliards l'année prochaine et 13 milliards à l'horizon 2035, a dit la Cour des comptes. Mais ça vaut le coup. COUP, nous dit Marie-Lise Léon ce matin, pour ouvrir la voie des discussions. Elisabeth Borne dit la même chose. Vous êtes d'accord avec ça, Dany Lang? Il fallait l'ouvrir, ce dossier. Alors pour commencer, effectivement, on avait 3 sujets sur la table. Donc le bilan du macronisme. Moi, je ne suis pas là pour faire de la politique, mais je fais de l'économie politique. Donc on en reparlera. Et notamment, il me semble que Macron a beaucoup trop joué sur l'offre en oubliant complètement la demande dans sa politique. Or, le grand économiste Alfred Marshall disait que ce sont les deux lames d'une paire de ciseaux. On a oublié l'une des 2 lames et c'est absolument dommage. On va en reparler dans la seconde partie de l'émission. Sur cette affaire de retraite, moi j'ai fait partie des personnes dans la rue, donc je suis cohérent, je suis conséquent. Je pense que d'autres voies étaient possibles et qu'effectivement la manière dont ça s'est fait est extrêmement brutale parce qu'il n'y avait pas de majorité ni dans la population, ni à l'Assemblée nationale. Et donc, il y a eu un passage au forceps. Il y a d'autres manières d'assurer l'équilibre des retraites, parce que contrairement au budget de l'État, qui, lui, peut être déséquilibré, les comptes sociaux, eux, doivent être équilibrés. Oui. C'est le principe de la redistribution. Il y avait d'autres pistes à explorer, notamment le paramètre cotisation. Vous savez, c'est pas quelque chose que je sors dans mon chapeau. Je viens d'Alsace, où le régime, la plupart des régimes sont en équilibre. Pourquoi ? Parce qu'on paye un peu plus de cotisation et personne n'en est mort. Donc il y avait le côté... C'est plus du quart du salaire brut des actifs aujourd'hui, hein, c'est 28%. Quand même, mais c'est du salaire différé, parce que si vous ne payez pas ces cotisations, vous devez avoir recours à des fonds de pension, et donc c'est aussi, dans ce cas-là, si vous pouvez vous le permettre, le quart du salaire brut. Donc il faut bien se rendre compte que c'est pas comme, si on enlève ça, c'est pas comme si les gens auraient tout d'un coup 25% en plus. Il faudra bien payer la retraite et donc à ce moment-là payer des fonds de pension et leurs frais de gestion. Donc c'est pas comme si c'était quelque chose qu'on prenait aux gens et qu'on leur rendait pas. Il faut rappeler que le système de retraite français a quand même un avantage, même s'il y a des retraités pauvres et même si c'est pas génial, le taux de pauvreté chez les retraités français est beaucoup plus bas que dans le reste de la population. On est à 7 contre 14% à peu près. Donc il y avait d'autres pistes possibles. Il n'y avait pas non plus d'urgence absolue de faire ça maintenant, puisque dans les rapports du corps, vous savez que l'équilibre était possible jusqu'en 2030. Non, voilà. Non, ça non. Relisez les rapports du corps, non. Ouais. Non. On est en désaccord sur les rapports du corps. Pourtant, on a lu. Alors, Hervé Lorenzi, Patrick Bertrand, et ensuite, on va parler un peu voie de passage politique avec Jean-Daniel Lévy. Très rapidement, pour rebondir, j'adore l'Alsace, mais parlons plutôt de la France. Il y a un régime qui marche très bien, qui n'est pas géré par les lois, etc., qui est paritaire, c'est le régime Agirc-Arrco, qui concerne 95% des salariés du secteur privé, qui, je crois, est en excédent de 3 à 4 milliards, et a un fonds de réserve de 20 milliards. Oui. Laissez-nous faire. Une fois de plus, laissez-nous faire. On saura le faire. Jean-Daniel Lévy, bonjour. Bienvenue sur le plateau, directeur délégué de l'Institut Harris Interactive. Les Français, ils en pensent quoi aujourd'hui, la réforme des retraites ? Ce que je trouve très intéressant, c'est que c'était un sujet qui n'était pas exprimé spontanément de la part des Français. Et il a été mis dans l'espace public par la gauche à plusieurs reprises. François Bayrou avec le conclave. Et François Bayrou pour partie. Mais François Bayrou, s'il a
parler du conclave, c'est aussi parce que le Parti socialiste et ses alliés avaient remis cet enjeu-là. Oui. Alors pour les Français, je ne dis pas qu'ils avaient fait une croix dessus, mais que globalement, ce n'était pas leur premier sujet de préoccupation. Ils nous parlaient beaucoup plus de thématiques en matière de pouvoir d'achat, en matière d'immigration, de sécurité, éventuellement d'écologie, d'environnement, etc. Mais c'est devenu un sujet à caractère politique qui après a infusé dans le débat public et puis après, globalement, dans l'opinion. Ce qui est assez frappant, c'est que quand on interroge les Français, ils nous disent plutôt, ils interrogent plutôt la question de la justice plutôt que la question de la pérennité. Oui. Il y a des doutes qui existent, je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, concernant la pérennité de notre système, etc. Mais en tout cas, on a bien vu que le point de focalisation fondamental, mais ce n'est pas uniquement sur la question des retraites, ça retrouve également la question du budget à l'heure actuelle, des Français qui vont nous demander peut-être qu'il y a des enjeux budgétaires, etc. Mais au final, est-ce que cette réforme apparaît comme étant juste ? Et un des points de focalisation qui s'est effectué au moment de la réforme des retraites, c'est avec une perception qu'elle était injuste. Et plus le temps passait, plus à tort ou à raison, il y a eu la perception qu'un certain nombre de catégories de population, les femmes, les personnes qui ont eu des carrières hachées, les personnes qui sont entrées tôt sur le marché du travail, ceux qui ont eu un travail qui a été pénible, n'ont pas ou n'avaient pas la possibilité de pouvoir bénéficier de spécificités au regard du nouveau régime des retraites. Et on arrivait même au paradoxe avec des Français qui avaient des niveaux de vie qui étaient relativement confortables, un travail qui n'était pas complètement harassant, qui n'étaient pas forcément fans de l'idée de se dire qu'ils sont amenés à travailler 2 ans ou 3 ans de plus, mais qui disaient « s'il faut le faire, je suis prêt à le faire ». Alors on disait très bien, et alors vous êtes favorable à cette réforme ? Ah non, j'y suis opposé. Pourquoi ? Parce qu'elle apparaissait comme étant injuste. Et je pense que tant qu'on n'a pas ça à l'esprit, en se disant que les Français ne jugent pas des activités ou des réformes d'une manière générale au regard uniquement de leur efficacité économique, mais au regard de ce que cela donne à voir de la société française, qui se raconte parfois des histoires, qui a des images, des valeurs qui ne sont pas forcément la réalité, mais en tout cas qu'on souhaite voir porter, celles-ci ont beaucoup de difficultés à pouvoir pénétrer et à être apprécié de la part de nos compatriotes. Il n'y a pas qu'un appétit de justice fiscale, si je vous entends bien, il y a aussi un appétit de justice sociale. Je rêvais, Lorenzi, il y avait quand même beaucoup de sucré dans cette réforme. Cette histoire de réforme des retraites est extraordinaire. D'abord, je rappelle que c'est la 5e. On a l'impression qu'on ne peut jamais réformer en France. Il y a eu 4 réformes précédentes, dont la dernière était assez habile. C'était celle de Mme Touraine, qui consistait en réalité à jouer plutôt sur les annuités, ce qui est évidemment plus intelligent. Le fond du sujet, c'est que la réforme, alors c'est un peu mon domaine de spécialité, donc je la connais bien, elle était mal foutue. Et pourquoi ça ? Elle est mal foutue. C'est pas le passage de à 64 ans. Je rappelle que le départ en moyenne en France dans le secteur privé est à 63 ans et 1 mois. Donc, quand on dit en Allemagne 67 ans, c'est faux. On est à 64 ans. Tous les chiffres sont très largement... Il y a beaucoup de mensonges autour de ce débat. Effectivement, on est là pour établir quelques vérités. En revanche, ce qui posait un problème majeur, qui était sur la voie d'être résolu. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis très énervé sur cette opération. C'était l'histoire de la pénibilité, l'histoire donc de justice. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. Et puis, les petites retraites. Moi, je prends toujours l'exemple d'une femme qui a 23 annuités, qui a été à 2/3 du SMIC, qui se retrouve à 700 €. C'est évident que ça n'est pas possible de le jouer. Et qui a fait 2 enfants, on peut rajouter, qui a fait 2 enfants, enfants qui produisent de la cotisation. C'est incroyable. Là-dessus, mais tous ces sujets sont traités par la réforme des retraites, Jean Ravel. Il faut faire l'histoire qui est une histoire incroyable, de bêtises. Je dis bien de bêtises. Oui. On part sur la réforme par points. En réalité, je rappelle que la CFDT, il se trouve que Maryse Léon a une posture aujourd'hui que je comprends très bien, mais qui n'est pas celle qu'elle avait à l'époque. Tout simplement, tout le monde a évolué, c'est devenu politique, cette opération, mais au fond, tout le monde l'était assez pour. On arrive avec une histoire d'âge pivot auquel personne ne comprend rien, y compris l'initiateur de l'opération, qui, à mon avis, qui savait pas très bien de quoi il parlait, et on repart sur une réforme qui est mal foutue sur les sujets que vous avez évoqués de perception, de justice, de pénibilité et petite retraite. Le passage à 64 ans, je rappelle que la CFDT, la même Maryse Léon, l'avait accepté. Donc, premier syndicat. Elle est sur un retour en arrière maintenant. Elle nous dit on bloque à 62 ans. C'est normal, tout le monde est en posture. Donc,
il faut retrouver sur cette affaire-là raison. C'est pas la première réforme des retraites. La première, c'est celle de Balladur en 93, qui est d'ailleurs bien pire que toutes les réformes qu'on a pu imaginer. Là-dessus, c'est vrai que c'est aux partenaires sociaux d'essayer de résoudre le sujet. Dans cette opération, il y a un partenaire social qui n'a pas bien joué son jeu dans l'opération, qui a quand même empêché que cette affaire se termine de manière sereine, et on se trouve dans C'est-à-dire le MEDEF, oui, bien pour sûr. être clair. Enfin, derrière, c'est lui-même qui ne voulait pas entendre parler de pénibilité. Point. Et bien, ce matin, ça a été dit sur toutes les radios. Donc maintenant, c'est connu et su. On va écouter Marie-Lise Léon ce matin qui parlait de la réforme à points. Elle n'a pas totalement abandonné l'idée. On l'écoute. Oui, moi, je reviens 6 mois en arrière. Mon ambition, c'est de dire, en 2027, dans le débat sur la présidentielle, la CFDT, elle veut un retour du débat autour de la question de la retraite à la carte. La retraite par points qui a été engagée en 2019, stoppée en 2020. C'était un bon système. Donc, c'est un système où il n'y a pas besoin d'âge légal. Donc en fait, l'idée, elle est de dire, à un moment, on prévoit des âges de possibilité de départ à la retraite et les personnes choisissent, et c'est profondément juste en fait. Cette réforme par points, Jean-Daniel Lévy, elle était vécue comment par les Français? Pas vraiment compris. Elle était absolument incomprise de la part des Français. Il faisait référence à la question de l'âge pivot. Même ce terme-là était un terme qui amenait certains, et je dis ça à moitié pour sourire, qui ne comprenaient pas et qui faisait même parfois référence à Bernard Pivot. Donc il faut voir à quel point l'utilisation des termes dans l'espace public peut être terriblement perçu comme étant technocratique et incompris, et donc on va avoir des débats autour notamment de ce qu'est l'âge pivot, et les Français sont même incapables de pouvoir savoir ce à quoi cela renvoie. On a besoin d'avoir des référentiels, et moi je suis persuadé en fait que les Français ne sont pas d'indécrottables conservateurs, mais ils ont besoin de comprendre, ils ont besoin d'avoir des éléments qui leur permettent d'accompagner et de faire en sorte que la finalité soit mise en avant la question des moyens. Et souvent, on va mettre en avant la question de quoi faire plutôt de pourquoi le faire. Et que lorsqu'il y a des enjeux, et on l'a vu par le passé, on va se dire que la question de la dette, la question des déficits, la question du financement constituent des enjeux fondamentaux, ils sont prêts à le faire. Je tiens à rappeler qu'après la chute de Lehman Brothers, à l'élection présidentielle de 2012, quand bien même François Hollande a été élu président de la République, la deuxième motivation de vote des Français à l'élection présidentielle, c'était la réduction de la dette et des déficits. Donc nous ne sommes pas indécrottables d'un point de vue global, mais il faut qu'on puisse voir globalement, non pas les dimensions d'un point de vue purement comptable et évanescent, mais beaucoup plus avec les conséquences concrètes que cela peut avoir. Et dans ce contexte-là, la France peut se mettre en mouvement. Bon, si je comprends bien, c'est le problème des politiques qui ne sont pas capables d'expliquer ce qui doit être fait. Les mots ont leur importance. Patrick Il y a une Bertrand. chose que comprennent tous les Français, c'est la durée de cotisation. Donc on parle de la durée de cotisation et après on la module en fonction pénibilité, usure au travail, carrière hachée comme vous l'évoquiez, notamment pour les femmes qui se sont arrêtées plusieurs fois pour avoir des enfants. Voilà, c'est durée de cotisation, chacun le comprend. Et le comprend encore plus, puisque le constat, là aussi, je pense que les Français l'ont bien en tête, le rapport actif-inactif qui était, je recherchais les chiffres, je parle sous le contrôle d'éminents économistes, mais en 46 de 1 pour 6, c'est ça, alors que maintenant on est de 1 pour 1,25, ça devient complètement... 1,7. Voilà, complètement dingue. Et puis l'espérance de vie qui a augmenté de 20 ans. Donc à partir de là, je pense que tout le monde est capable de comprendre ça, et vous avez raison. On parlerait de durée de cotisation à modifier et nuancer en fonction d'un certain nombre de critères. Je pense que chacun le comprendrait en disant on parle maintenant de carrière longue, durée de cotisation. Commencer à 18 ans sur un travail pénible, tu pars à tel âge. Tu as commencé à 28 ans et tu as fait un travail qui n'était pas pénible physiquement, qui peut être pénible quand même, mais qui n'a pas idée. Ben voilà, tu pars à tel âge. Chacun peut le comprendre. Dany Lang. Je partage votre intervention. C'est vrai que la réforme Bozio était incompréhensible parce que c'est Bozio qui avait... Antoine Bozio, le directeur de l'Institut des politiques publiques. Qui avait mis ça sur la table, et c'est vrai qu'elle était incompréhensible. Moi, je suis pas d'accord pour qu'on dise que c'est uniquement un problème d'explication et de compréhension. Je pense qu'il y a un certain nombre... Elle a convaincu la CFDT, en tout cas. Oui, non, mais d'accord, mais c'est pas ça la question. La question, c'est est-ce que les Français n'ont pas compris et que c'est juste un problème d'explication? Non, moi, je
pense. J'étais une fois de plus, moi aussi dans la rue. Je ne vais pas dans la rue tous les jours avec les personnes qui ont manifesté contre cette réforme des retraites. Et j'avais très bien compris. Et quand je discutais avec les gens, je ne parle pas de la retraite à points, je parle de la dernière réforme. Ils avaient très bien compris de quoi il en retournait. Donc des fois, il ne faut pas non plus, on a une population éduquée qui va à l'école, qui discute. Il ne faut pas non plus dire c'est parce que les gens ne comprennent pas. Des fois, ils comprennent très bien et ils ne sont pas d'accord. Ils ont aussi le droit de ne pas être d'accord. Oui. Oui, je parlais juste de la réforme. Je parlais de la réforme. Oui, la réforme. On est d'accord. Pour le coup, même moi. C'est quand même d'une complexité sans nom. Il faut être un grand spécialiste. Il y a peut-être 12 personnes en France qui étaient capables de comprendre. Franchement, pour la comprendre. J'ai dû m'accrocher. Celle-ci était incompréhensible. Mais par contre, vous disiez tout à l'heure, c'est juste un problème d'explication. Pour le reste, je ne suis pas d'accord. La réforme Bozio, oui, elle était incompréhensible. Non, mais c'est vrai. Sauf qu'il faut voir ce qu'ils ont compris. Et ce qu'ils ont compris, c'est on augmente l'âge de départ à la retraite. Alors que je reviens au sujet de durée de cotisation, c'est beaucoup plus compréhensible. Parce que quelqu'un qui a commencé à 18 ans et qui comprend qu'on lui remet 2 ans, 3 ans ou 4 ans de plus, il descend dans la rue. Et d'autant plus qu'il faut le rappeler, ces personnes ont généralement une espérance de vie plus faible, puisqu'elles font des métiers plus pénibles. Bien sûr, tout à fait. Il nous reste, 4 minutes. Juste, peut-être, il y a eu un mot tout à l'heure sur l'urgence. Je rappelle juste que l'urgence, elle est évidente. C'est même pas les chiffres dont on parle maintenant, les 13 milliards, etc. Le corps ayant été un peu fluctuant et un peu à l'époque. Maintenant, les études sont tout à fait claires sur les déficits. Mais en fait, on a devant nous des sujets énormes. De démographie, notamment. Si je prends le cas de la dépendance. Aujourd'hui, c'est 30 milliards. Oui. Dans 3 ans, ça c'est des calculs d'économistes, donc ils peuvent être mis en cause, c'est 12 milliards de plus. Le mur de la dépendance. 12 milliards. Donc on est devant des chiffres qui sont le chiffre du vieillissement. C'est formidable. Pour moi, un vieux, c'est formidable de vivre plus longtemps. Je suis entouré de jeunes. Et qui n'est pas une surprise. Pour le coup, on pourrait le préparer. Tout le monde le sait. Tout le monde sait que ça coûte, que le vieillissement d'une population, ça coûte beaucoup d'argent et qu'il faut voir comment on le répartit et le dire de manière tout à fait intelligente. Moi, je suis pour les annuités. D'ailleurs, la réforme Touraine est passée en réalité sans problème majeur. Oui. Et elle avait secoué un peu quand même. Alors, on aurait pu juste accélérer un peu la réforme Touraine. Enfin bon, il y a beaucoup de solutions, mais c'est clair de toute façon qu'il faut prendre en compte le vieillissement d'une population, les problèmes de santé. On met beaucoup d'argent à la fois dans les retraites et à la fois dans la santé spécifique, les dépenses de santé spécifiques pour les personnes, pour les retraités. C'est un sujet qui évidemment pose un problème financier. Allez, il nous reste 2 minutes. Un tour de table chacun. Question courte, réponse courte. Que va-t-il rester du macronisme ? Hausse d'impôts, reniement sur le travail, on revient sur la réforme des retraites. Il faudra voir en 2027 s'il est... C'est un champ de ruines. En 2027, mais en tout cas, c'est un champ de ruines actuellement. Après, quand on regarde d'un point de vue d'opinion, on voit que souvent, quelques mois ou quelques années après le départ d'un responsable politique, on peut être amené à se dire, tiens, il peut remonter dans les sondages. Il y avait des choses qui n'étaient pas si mal. Rappelons que l'image de Jacques Chirac a été extrêmement forte quelques années après son départ, et l'image de François Mitterrand aussi. Patrick Bertrand. Le côté extrêmement positif, et d'ailleurs on le voit dans les sondages aujourd'hui, c'est la revalorisation de l'entreprise comme pivot de fonctionnement de la société civile et société économique. C'est remarquable. Il y a plein de choses qu'on peut reprocher. Et le côté extrêmement négatif, j'en parlais tout à l'heure, et d'ailleurs dans les entreprises, on se méfie des dirigeants qui sont des purs développeurs parce qu'ils vont souvent mettre la boîte dans le mur quand ils ne s'occupent pas de la partie gestion. Et le côté négatif, c'est gestion zéro. Penny Lang. Il est clair que je n'ai jamais caché publiquement mon opposition au macronisme et à cette politique d'offre qui néglige complètement la demande. Donc je ne vais pas être très positif. Ce qui était plutôt positif, c'est d'essayer d'avoir encouragé l'esprit d'entreprise, les petites entreprises, etc., dans les discours. Après, dans les faits, ça se discute. Ce qui est extrêmement négatif, c'est que ça a été un formidable accélérateur de la concentration du patrimoine aux mains tout en haut de la société. Or, c'est un véritable problème, et c'est pas juste un problème de justice ressentie. Quand les 10% les plus riches possèdent 55% du patrimoine, on a un problème.
Jean-Yves Le Rendy, un dernier mot rapide. Oui, je veux dire, le premier quinquennat, c'était quand même pas mal, parce qu'il y a eu beaucoup de création d'emplois. Donc, on peut dire tout ce qu'on veut, mais c'est quand même mieux que les gens aient un boulot plutôt qu'ils n'en aient pas. C'était la préoccupation numéro 1 des Français. Le deuxième, c'est catastrophique. Mais ça démarre dès le début. C'est-à-dire qu'il ne fait pas de campagne. Après, on comprend plus ce qu'il fait. Enfin bon, là, on est en plein désordre.